Merci Muriel. Donc bonjour à toutes et à tous. Lorenzo Brino, ingénieur des mines. Là, cette barbe, je l'ai toujours avec moi pour me protéger. Donc d'abord, je voulais remercier Muriel et le comité français Mécanique des Roches pour l'invitation. J'ai découvert au final que c'était co-organisé par l'AFTES. Donc, outre travailler depuis 25 ans presque sur le Lyon-Turin, je suis membre de l'AFTES, comité technique avec François Lègle, que je vois là en bas, et vice-président de la Société italienne des tunnels. Dans cette veste, je vous adresse mes meilleurs voeux pour cette journée de la Sainte-Barbe, aussi de la part de mon président Enrico Maria Pizzarotti. Donc voilà pour l'introduction. Donc, je vais vous faire part de quelques expériences à grande profondeur grâce aux galeries de reconnaissance et un peu de communication technique sur notre projet. Il est bien connu, mais quand même, il a pas mal de particularités. Donc, je ne sais pas qui manœuvre les slides. Je le fais moi-même. Si, ici au... Ok. D'accord. Le Lyon-Turin fait partie du maillon du réseau de trains de l'Europe. Le TELT gère la section transfrontalière, c'est-à-dire le nœud central du Lyon-Turin, qui a une longueur de 300 km plus ou moins. Notre tronçon est de 65 km de longueur et l'ouvrage principal est bien sûr le tunnel de base du Mont-Cenis. Vous avez sans doute reconnu l'acronyme TBM, évidemment, qui sera le tunnel ferroviaire le plus long du monde quand il sera complètement creusé. Rapidement, le Lyon-Turin voit intervenir 3 gestionnaires d'infrastructures, 3 maîtres d'ouvrage, donc SNCF pour la partie franco-française, à gauche, RFI pour la partie italo-italienne, à droite, et la partie centrale qui est gérée par le TELT qui est une société à 50% en France, via le ministère des Finances et 50% Italie via l'holding des chemins de fer italiens. Pourquoi le tunnel de base? Parce que sur un itinéraire qui voit un tunnel historique qui a désormais 150 ans de vie et qui arrive à une altitude de 1300 mètres, pour accélérer et aider les liaisons européennes, il fallait faire un chemin de fer de plaine. Et donc, pas de mieux de creuser un tunnel à cette côte de 600 mètres. La longueur, 57 km et demi, donc qui va dépasser le tunnel, l'Eurotunnel, le tunnel japonais, comme le tunnel de base le plus long du Nord. Parfois, vous verrez des références si vous voulez approfondir quelques sujets de cette présentation. Rapidement, le schéma de construction. Donc, le tunnel de base est divisé en 12 lots qu'on appelle chantier opérationnel. Donc, 9 lots de construction de 1 à 9. De l'est à l'ouest. Sans doute, beaucoup de vous travaillent sur le 5, Modane, sur le 6-7, Saint-Martin-la-Porte et Lapras, et sur le 8, Saint-Julien, Mont-Denis. Ensuite, et ça, je pense que c'est quand même une nouveauté, 2 chantiers transversaux pour le traitement des matériaux, donc la valorisation et la mise en dépôt, le C11 qui soigne la partie française, et le CO10 qui soigne la partie italienne. Ensuite, le dernier lot, le lot équipement, qui est le seul lot binational et qui couvre toute la longueur de la section. Quelques chiffres. Donc, 100% des travaux de génie civil sont désormais attribués.
46 km de galeries réalisées sur un total de 164, 5 TBM réceptionnés sur un total de 7, le 6e est en construction en Allemagne et le 7e va suivre. Presque 9 milliards de marchés attribués et en ce moment, 3500 personnes travaillent sur ces chantiers. Les travaux achevés. Donc vous savez qu'on a eu une longue phase de travaux de reconnaissance. Donc dans le bas, un peu le détail, la descendrie de Modane, de la Prade, de Saint-Martin-de-la-Porte, le SMP4 qui a creusé en tant qu'ouvrage de reconnaissance un long tronçon du tunnel de base de 9 km. Et les 4 lots de construction qui sont en cours, partant de l'ouest, le lot 3 qui creuse les 3 premiers kilomètres du portail de Saint-Jean-de-Maurienne. Je ne sais pas s'il y a des entreprises, oui, donc mandataire Impregna. Le lot 2, entre Saint-Martin-de-la-Prade, mandataire Vinci avec WeBuild italienne. Le lot 1, qui est le lot transfrontalier le plus long, 20 km, Eiffage et mandataire, et le lot italien avec Itinera mandataire. Vous pouvez voir, c'est un tel choix de la part des entreprises que tous les groupements, c'est des groupements au moins binationaux, donc franco et italien. Voici les 7 tunneliers, tous cousins, tous produits par Ehrenknecht en Allemagne. En ce moment, c'est le rouge, Viviana, qui est en cours de creusement à Saint-Martin-de-la-Porte. Les autres vont suivre, ils sont déjà réceptionnés, ils vont suivre dans les mois qui viennent. 2 mots pour la valorisation. On a fait ce choix, au lieu que chaque lot produise en creusant, valorise et met en dépôt ces matériaux, on a préféré avoir un seul lot spécialisé qui reçoit les matériaux de la part des lots de creusement, il les valorise et il les distribue. Et donc, en quelque sorte, ça mitige des vides ou des pics de production de la part des trois chantiers opérationnels et après la mise en dépôt. Puisque ce n'est pas la partie noble d'un lot complet, on a préféré avoir cette spécialisation de façon à ce que le groupement il ne fait que ça dans les meilleures des conditions. Deux mots pour le lot équipement, qui est en cours de consultation, puisque TELT est déjà gestionnaire d'infrastructures, comme indiqué par les États, on a lancé une consultation de 3 milliards d'euros, qui est de fait un design, build and maintain. Il y a la partie de conception-réalisation et ensuite le groupement fera la maintenance ordinaire pour une période de 7 à 15 ans. Alors, c'est le tunnel ferroviaire le plus long du monde, mais il arrive aussi à une profondeur de 2200 mètres, donc il est quand même un record. On a eu la chance dans le programme de reconnaissance de creuser une galerie qui arrive jusqu'à ce maximum de couverture. Et donc, je vous résume ici quelques retours d'expérience très intéressants qui nous a aidés pour la rédaction des études, des DCE, pour les travaux définitifs. Bon, je ne vais pas m'attarder sur la géologie. Jean Pirot saurait faire mieux que moi. Donc, mais il y a toute la parure des géologies alpines qui vont du Flysch à l'ouest, le Houillet, la nappe de gypse, le massif d'Ambin et la zone piémontaise avec les calcschistes. Deux mots sur le programme de reconnaissance, assez conséquent.
notamment, je vous signale les 5 galeries de reconnaissance de 29 km. Il faut dire que c'est en tout cas des ouvrages anticipés, donc il n'y a pas eu de fausse manœuvre, mais on a anticipé en phase d'étude les galeries de reconnaissance sur les points les plus délicats de la géologie, et ça nous a drôlement aidé pour la rédaction des DCE et pour la stabilisation des études. Et donc finalement, évidemment, c'est ce qui intéresse le maître d'ouvrage, les coûts et les délais de construction. En ce qui concerne la Maddalena notamment, on avait 2 points importants: les températures naturelles élevées en termes de risque, hein, et bien évidemment le rock burst à 2200 mètres de couverture. Et c'est sur ces 2 points où je vais vous donner le retour d'expérience. Alors, la partie centrale, évidemment, elle était la moins reconnue avec les sondages traditionnels. Parce que pour arriver ponctuellement au niveau du tunnel de base, il fallait faire un sondage de 2 km. Donc, vous imaginez, finalement, globalement, on a fait plus d'1 mètre par mètre du tunnel en termes de reconnaissance. Et ce n'est pas le cas dans la partie centrale, évidemment, avec des problèmes de repérage des zones adéquates, le fait que l'hiver on ne peut pas travailler, etc. Donc finalement, on a eu la chance de faire 4 sondages, dont un forage dirigé de 2950 mètres de longueur à étage. Et donc on avait quand même un manque de connaissances spécifiques sur ce tronçon délicat. Et ça se voit parce que la géologie était très simple. Et vous le savez mieux que moi, quand la géologie est simple, c'est qu'on n'a pas de données, évidemment. Le plus de données on a, le plus la géologie est compliquée. Bah, c'est pragmatique, hein, mais c'est comme ça. La galerie de la Maddalena, elle se trouve dans un coin assez protégé de la partie italienne. Évidemment, vous avez eu dans les nouvelles tous les problèmes qu'on a eus avec les opposants en Italie, avec des attaques violentes, etc. Donc on a décidé de déplacer ce chantier dans une vallée étroite, invisible de l'extérieur, et donc mieux protégée. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas eu des attaques, mais quand même, ils étaient moins visibles. Cette galerie a été réalisée avec un TBM Agripper entre 2013 et 2017, 7 km de longueur. Donc il s'agissait d'un test échelle 1 sur 2 des grippers qui vont creuser cette partie du mont d'Ambin partant de Modane pour une longueur de 19 km. Donc on a fait les 7 km côté Italie, jusqu'à la frontière où il se trouve le maximum de couverture. On peut espérer comme un effet mirror, non, comme en AutoCAD, et donc au moins pour les premiers kilomètres, ça devait être assez semblable. Et donc un peu le calendrier, donc 2017 l'installation du chantier, 2012 le début des travaux, 2013, le début du creusement, avec une petite phase en traditionnel pour une partie de cône de déjection, ensuite montage du TBM et 4 ans de creusement jusqu'aux couvertures maximales. Et la photo en bas à gauche, c'est la fin du creusement, je crois, ou la fin du creusement qui a été quelques mètres après la frontière. On avait quand même envie de passer la frontière en souterrain, au moins pour quelques mètres. Le TBM était un TBM Robbins, quand il était encore américain, hein, maintenant il est chinois. Et donc une roche excellente, donc pratiquement 100% entre classe 2 et 3 de Bignaski.
Et vous voyez l'effet sur le fond de taille de ce système de creusement. Diamètre de 6,30 m par rapport aux 10,40 m du tunnelier des travaux définitifs, 43 cutters de 17 pouces et une puissance de 2 MW. Bon, voilà les prévisions. En abordant le sujet du rockburst, évidemment, le phénomène de rockburst était attendu dans des roches de bonne à excellente qualité à une couverture importante, donc dans la partie terminale de la galerie. Et le système de soutènement qu'on avait prévu était un renfort sur les pridois par du boulonnage Suelex, je crois, de 3 mètres de longueur avec une résistance à la rupture de 18 tonnes. Et un allongement de 8% pour le phénomène de relâchement qui normalement accompagne le rockburst. On a fait un suivi avec de la micro-sismique en utilisant le bruit de fond du creusement et donc le retour sur des géophones posés tous les 50 mètres lorsque la couverture dépassait 900 mètres. Finalement, ça s'est passé plutôt bien. Donc on a eu de fait un seul phénomène de fracture fragile qui s'est produit l'avant-veille de Noël de 2015 aux alentours du PK 4 sur les 7 totons, affectant 10 à 12 mètres derrière la tête du tunnelier. À ce point, la valeur de RMR était entre 61 et 72, donc en classe 2 de Bieniewski, avec un GSI de 62 à 75. La schistosité était subhorizontale, donc voilà pourquoi on a eu des phénomènes plutôt en calotte qu'en pied droit où ils étaient attendus. Affectés par des discontinuités inclinées, sont souvent remplis de carbonate et avec une couverture d'environ 1000 mètres. Les ouvriers ont soudainement entendu un bruit sourd, suivi d'une forte déformation immédiate du soutènement appliqué, que vous voyez dans la photo et dans les photos qui suivent. Donc de fait, on ne peut même pas dire que c'est du rockburst. C'est plutôt, il y a l'anglaise dans la classification, bulking without ejection. Donc, le bilan, finalement, nous montre que ce risque de rockburst, de fait, il ne s'est pas avéré. Ce qui est une information plutôt importante pour les tunneliers définitifs. On a eu encore quelques phénomènes de rupture fragile, mais moins intenses, très, très locaux. L'autre point important, ce n'est pas de la mécanique des roches, mais ça affecte les tunnels profonds, c'est la question de la température naturelle. Donc vous voyez ici la courbe prévisionnelle grâce au sondage. Et donc le pic est en effet le point où on a le maximum de couverture. C'est une température totalement, comment dire, naturelle, liée à la profondeur, avec une prévision de 47 plus ou moins 3 degrés. Et il y a un autre pic qui est une anomalie géothermale à l'APRA, c'est le deuxième pic, mais qui arrive aux alentours de 40 degrés. Mais ce n'est pas lié à la profondeur, celui-là. Donc, avec le même tunnelier, on a eu la chance de pouvoir suivre l'évolution de température. Là, vous voyez les données réelles. Donc, la température de l'amas rocheux et de l'eau. Et en effet, on est arrivé à 50 degrés naturels en tunnel borgne, donc avec
une contribution de la ventilation vraiment minoritaire. Bon, pour certaines raisons que ce n'est pas la peine de répéter, on a eu quand même 4 ans de fermeture de cette galerie, toujours en conditions borgnes, sans ventilation. Quand on a attribué le marché suivant, on a fait une opération de reconnaissance avec un rover télécommandé électrique pour des raisons de sécurité. Et donc on l'a envoyé sur les derniers 4 km pour investiguer quelle était la situation géotechnique, hydrogéologique et thermique. Finalement, la température, c'est une chose très très difficilement modélisable. Finalement, ce tunnel creusé à 50 degrés, abandonné à soi-même, sans ventilation, ne parlons pas de refroidissement, il s'est stabilisé naturellement, je répète, en conditions borgnes, de 35 degrés. Donc l'équilibre qu'avec le contact avec l'air s'est stabilisé à 15 degrés au moins par rapport à la température maximale. Après le passage du rover, on a monté la ventilation et avec la ventilation, on est descendu en dessous de la température qui permet de travailler, donc 30-32 degrés. Et ça, c'est quand même une information très très intéressante, tout comme celle du Rockburst, parce que évidemment, ventiler 19 km de tunnel en 2 tubes, c'est très très énergivore, et surtout en ce moment où l'énergie coûte beaucoup, c'est quand même une aléa en moins qu'on a pu éliminer lors de la consultation de ce lot qui part de Modane. Il était dans le registre des risques, mais évidemment, c'est plus un risque. La situation est connue, et donc les entreprises peuvent dimensionner leurs équipements de ventilation, de refroidissement, etc. Donc, leçon apprise. Sur la droite, vous voyez un schéma géologique qu'on a réussi à monter avec ce tête. Finalement, la géologie est restée simple, même avec 7 km de galerie de reconnaissance. Donc, elle était vraiment assez monotone. On a évidemment considérablement augmenté le niveau de connaissance du massif d'Ambin. Malgré une couverture exceptionnelle, le phénomène du Rockburst est resté très modéré, avec des fractures, mais sans libération évidente d'énergie cinétique. La confirmation de la méthode d'excavation par TBM à Gripper, c'est comme 40 km à creuser avec des investissements de dizaines de millions d'euros, donc il fallait être sûr, et la confirmation de la température naturelle de 50 degrés et avec cette intéressante information d'abaissement de 15 degrés que au contact avec l'air du tunnel. Je vais vous montrer, si j'ai encore quelques minutes, une vidéo avec les principaux chantiers en cours. Les images vont mieux parler que moi-même. C'est de l'Est vers l'Ouest, de l'Italie à la France.
le lot de la Maddalena. Avec un échangeur qu'on a dû construire expressément pour le transport des déblais. Le lot de Rodane. On a creusé désormais 1 kilomètre. Les 4 puits d'Avrieux, notre sujet très intéressant. Avec un réservoir de lumière. Le lot 7. Saint-Martin-la-Part. Viviana. Et le lot du portail ouest qui est déjà en phase de revêtement définitif. Et finalement, la partie à ciel ouvert qui est réalisée en maîtrise d'ouvrage déléguée par SNCF Réseau. On est obligé parce que c'est sur le réseau ferré national et que SNCF peut travailler sur le RFR. Unité de valorisation qu'on a inaugurée ce dernier mois d'octobre, assez conséquent, hein, comme vous le voyez. Et le lot équipement, je suis un ingénieur de mine, donc traditionnellement intéressé au traitement des tunnels, mais au début de carrière, ils m'ont rappelé qu'on creuse des tunnels pour y mettre quelque chose dedans, et pas que pour le plaisir de le creuser. Merci pour votre attention.